来，哎呦，Ça a gardé un petit côté fête de village. On sent que ces gars-là, ils ont passé leur vie dans des petites troupes dans la rue. La Chine est un grand pays de sport qui accueille les Jeux Olympiques. Mais il existe aussi ici des sports traditionnels qui ont survécu au temps et surtout à la chape de plomb du communisme. Une idéologie qui a toujours voulu faire table rase du passé. Moi, je suis venu voir un peu quel rapport les Chinois et plus particulièrement les jeunes entretenaient avec ces jeux ancestraux. Bon, ici, c'est pas très jeune. Mais c'est pas la cour d'une maison de retraite. C'est tous les matins comme ça, dans tous les parcs de la ville. La première chose qui m'a frappé en arrivant en Chine, c'est que chaque matin, ce pays s'éveille en faisant du sport. Dans les parcs, les écoles, les temples ou les usines. Dès l'aube, Pékin se transforme en grand terrain de jeu. Il faut dire que le sport, c'est une priorité dans le projet de société chinois. Le régime n'a d'ailleurs jamais caché son goût pour les individus serviles, mais en pleine forme. Ici, les champions sont les ambassadeurs d'une idéologie, une vitrine de la Chine qui gagne. Pour bâtir une Chine nouvelle, unie autour du communisme, Mao voulait gommer le passé. Sous son règne, des pans entiers de la culture ont été réduits en bouillie, parmi lesquels les sports traditionnels. Beaucoup ont failli ne pas survivre à la révolution culturelle. Mais aujourd'hui, ils connaissent un regain de popularité, preuve que les cultures millénaires peuvent somnoler, mais ne meurent pas. Un nom me trotte dans la tête en ce début de voyage, symbolisant à lui seul tous mes fantasmes. Shaolin. Le district du même nom se trouve à 800 km au sud de Pékin. Enfin, ici, on est dans la petite ville de Dongfang, sur les pentes du mont Songshan. C'est une montagne sacrée où est né le Kung Fu, le sport traditionnel chinois le plus ancien. On va pas déraper à ce rythme. Dans la montagne sacrée se cache la Mecque des arts martiaux, le Nazareth du Kung Fu, le mythique temple de Shaolin. Je rêve qu'un vieux sage à moustache me raconte ses secrets. J'imagine déjà des moines en train de couper des arbres à main nue au petit matin. Je rêve, mais quand j'arrive, ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. J'étais venu voir des moines soldats, les héritiers de la grande confrérie mystérieuse des Shaolin. Et en fait, c'est une émission de télé, l'équivalent de la Starac du Kung Fu, pour élire le meilleur combattant. Le mythe des Shaolin en prend un peu un coup là.
Bon, fausse piste, j'étais en plein fantasme. La spiritualité a cédé la place au business, Shaolin est devenue une marque. En fait, les nouvelles pépinières où s'enseigne le kung-fu ont l'allure de grands HLM staliniens. Ces écoles géantes pullulent dans la région de Shaolin. Avec 1600 élèves, celle où je m'invite est de taille moyenne, à l'échelle chinoise j'entends. Ça va? Oh, Bon. Quand j'étais petit, je regardais les films de Bruce Lee, je rêvais de faire du kung-fu. J'avais un peu lâché l'affaire, mais maintenant je suis dans le sanctuaire, dans le district de Shaolin. J'ai redonné un peu de vie au fantasme et je suis venu m'inscrire dans une école. Donc pendant quelques jours, je suis petit scarabée. Ok? Merci. Thank you very much. Ouais. Ok. Salut les gars. On arrive. Une petite sonate militaire rythme la vie de l'école. Les réveils, les repas et bien sûr les 5 entraînements quotidiens. 2 le matin, dont le premier à 5 h, 2 l'après-midi et 1 le soir, avant le dodo. Pour moi, c'est un peu la rentrée des classes. Je suis un peu la bête curieuse, mais c'est parce que je suis un peu plus âgé, donc ils croient que j'ai souvent redoublé, que je suis une nullité. Ils vont voir. Mihao. Manuel. Manuel. Manu. Ok. C'est des fous les gros ça. J'ai déjà le point de côté. Non, c'est assez ludique en fait. Ah putain, tout ça. 你做了之后全部朝下，手腕用力。往前面啊！预备！ À trop regarder de films, je m'imaginais le kung-fu avec des nunchakus et des sauts de tigre. Bon, là, c'est plutôt ambiance Rocky chez les Mandchous. D'ailleurs, c'est un jeune homme en survêt qui a remplacé le vieux maître vénérable. 预备！我给你喊慢点，把两拳之间的速度大快点。走！ Ah, il faut sauter. En kung-fu, il ne suffit pas de taper comme un sourd pour être efficace. Et quand on ne maîtrise pas les gestes, on a hélas la puissance d'un moineau. Ce qui ennuie royalement les sparring partners. Ouais, j'ai un peu chaud, mais ça. Pas de problème. Et ouais, lui, il transpire pas, non. Et ouais. Et moi, je commence. Il a vu que j'en chie quand même. Et il n'y en a pas un qui respire fort, il n'y en a pas un qui transpire. Et moi, j'ai l'impression d'avoir fait un semi-marathon en plein cagnard déjà. Après le premier entraînement du matin, comme les 1600 élèves, je me rue à la cantine. Et ça, un peu de ça. L'école a l'allure d'une grande usine, et ce sont des tonnes de riz qu'il faut quotidiennement servir à ces jeunes gens pleins d'hormones. This. C'est quoi ça? Goda.
Good. Vous avez tous des coupes de cheveux super branchées. Oui, c'est la mode. Ah, fashion, long comme ça. Entre 2 entraînements, les élèves vont quand même en cours. Ici, c'est un genre de sport-études ascendant sport. L'école est divisée en dizaines de classes, selon les âges et le niveau sportif. Aujourd'hui, pour les petits bouts, c'est anglais au programme. Enfin, c'est écrit en anglais au tableau. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils apprennent les matières scolaires comme ils apprennent le kung-fu, en groupe, discipliné et en criant. Ils ne risquent pas de former des esprits subversifs. Ce n'est pas sur le terrain académique que l'école a bâti sa réputation. Les parents envoient leurs enfants ici pour en faire des hommes. Et c'est d'abord avec les poings et les pieds que se gagne le respect. On va partir en van et tout. Non. Ah. Commence par arnaquer sur la position. T'es prêt, jeune? Ouais. Au kung fu, je vous ai fait rire, mais là, ça rigole plus quand même. Allez, viens-toi. Oh, bah attends, commence par m'arnaquer. Bien comme ça. Ah non, je suis droitier, moi. C'est un malin, lui, il essaie de m'arnaquer. Attention. Allez, poulet, te défile pas. Quand vous arrivez dans l'école, vous apprenez toutes sortes de kung-fu avec les armes, les poings, où il y a des spécialités. Est-ce que d'abord on commence par apprendre une base et après on se spécialise, ou on se spécialise de suite? On ne pratique pas le même kung-fu à tous les âges. À 5-6 ans, on commence par des exercices de souplesse et des figures esthétiques, comme les sauts ou les pirouettes. C'est le kung-fu de démonstration. Ces exercices fortifient le corps et améliorent la force musculaire. Ça, c'est la base. Vers 16-17 ans, on commence à avoir un corps d'adulte. Les os durcissent et on peut supporter des exercices plus physiques. C'est le bon âge pour commencer le kung-fu de combat. Et moi, je vous ai vu vous entraînez 7 ou 8 heures par jour, avec beaucoup de discipline. Il faut quand même beaucoup de force de caractère pour faire du kung-fu. Comment vous apprenez? Qu'est-ce qui vous fait supporter autant de travail et de discipline? Ce qui nous incite à pratiquer le kung-fu, c'est la situation financière de nos familles, car beaucoup d'entre nous sont pauvres. Avant, ça ne coûtait presque rien d'apprendre le kung-fu dans les temples. Mais aujourd'hui, les écoles comme celle-ci sont chères. On doit être reconnaissant et digne du sacrifice de nos parents. On ne peut pas les décevoir. Ici, il fait chaud, et tu vois, il ne faut pas gaspiller notre sueur à faire autre chose que ce à quoi nous sommes destinés. Tu sais, la souffrance est le destin de l'homme. Bon. On va aller s'entraîner maintenant, hein? Yeah!
Ils y vont, hein, les... C'est dur quand même, hein. Bon, sans faire la mauviette, quand je vois le petit gars finir avec le nez en compote de fruits, je me résous à passer mon tour. Sans regret. Ici, devenir une star du kung-fu, et si possible au cinéma, c'est un peu comme être un All Black en Nouvelle-Zélande ou footballeur au Brésil. C'est le rêve de tous les gamins chinois. Ce qui explique probablement l'incroyable renouveau de ce genre d'école. Et après 8 heures d'entraînement quotidien, le soir, il y a kung-fu sur grand écran pour être sûr de ne pas perdre la motivation. Seul dans ma petite chambre, je m'endors ce soir avec un regret. J'aurais dû commencer le kung-fu plus jeune, car très honnêtement, je crois que j'avais une carte à jouer. Allez, on va voir qui tient le plus longtemps, là. Ils ont quand même un rapport assez militaire au sport. Je sais pas s'ils forment des champions, mais je pense qu'ils forment des citoyens comme ils attendent ici, quoi. Dans une dictature qui ferme leur gueule et qui en chie, quoi. Mon statut de visiteur me vaut d'être constamment mis à l'épreuve. Après le bras de fer, le concours de pompe sous-marine. Terminé là, les gars. J'ai donné. Merci. C'est bon, je raccroche les gants. Ma carrière de kung-fu man s'arrêtera là. Je les aimais bien, ces minots. Même si je sais maintenant qu'en Chine, une bête de combat peut se cacher derrière n'importe quel adolescent prépubère. Méfiance donc au moment de quitter Dingfeng. Voilà ma chambre. Ils m'ont mis à l'étage, putain. Non, ça va, c'est confortable. J'ai des amis, tout ça. Faguan. France, tout à fait. Un point météo peut-être? Eh bien, il ne s'arrête pas de pleuvoir. Ah non, il n'y a pas à dire, c'est rude la Chine.
Bon, Vukiao, c'est pas la station balnéaire, hein. Même un peu ripoulin, petite ville chinoise comme il y en a probablement des centaines. Il n'y a apparemment aucune raison d'y venir, sauf si on s'intéresse, comme moi, à un art populaire chinois très ancien, c'est l'acrobatie. Et ici, c'est un peu le berceau de l'acrobatie. Une légende dit qu'à Vukiao, 10% de la population est acrobate. Et comme la ville compte presque 300 000 habitants, ça fait du monde. Du coup, il y a ici une cinquantaine d'écoles, comme la petite où j'ai rendez-vous. Elles se ressemblent toutes. Un large trottoir en guise de cours sur la route nationale, des équipements rudimentaires et des enfants, généralement d'origine modeste, qui viennent parfois de très loin dans l'espoir d'intégrer une des centaines de troupes professionnelles que compte le pays. Ou mieux encore, le Graal des acrobates, le cirque de Pékin. Les 20 gamins de cette école sont pensionnaires à plein temps et ne rentrent dans leur famille que pour les vacances d'été. En moyenne, ils restent ici 5 ans, avec comme seul horizon les 4 murs de la salle d'entraînement. On est bien loin des paillettes. Ils s'entraînent comme de véritables sportifs de haut niveau. Et il n'y en a pas un qui rechigne, quoi. Quand il s'agit de Petiot, j'ai vite la larme à l'œil. Et puis voilà, ce mode de vie me met mal à l'aise. Du coup, je veux vite avoir l'avis de l'adulte responsable, à savoir l'entraîneur, Madame Wang. Pour nous, ça nous paraît un peu incroyable. Comment on fait pour les garder aussi longtemps, aussi concentrés et disciplinés? Pour être acrobate, il faut être capable de surmonter beaucoup de difficultés. Mais l'acrobatie doit être un plaisir. L'important, c'est de transmettre l'envie aux enfants. Mais pour obtenir des résultats, il faut être strict à l'entraînement. Les enfants doivent s'entraîner beaucoup, jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'ils en pleurent. Je leur demande beaucoup de volonté et d'endurance. Mais quoi qu'il arrive, je ne lève jamais la main sur eux. Depuis mon arrivée, je sens en Chine quelque chose d'un peu lourd. Comme si, malgré l'économie florissante, le fond de l'air était encore chargé du poids des souffrances passées. Et entre les famines, le grand bond en avant, la révolution culturelle ou Tiananmen, Dieu sait qu'il y en a eu. Finalement, ce qui est touchant dans cette école, c'est que les mômes ont de l'espoir et des rêves. Des rêves entretenus par Madame Wang, avec ce qui m'apparaît maintenant comme de la tendresse. Les petits l'aiment, et ça se voit. C'est certainement ce qui leur fait garder le sourire. En tout cas, c'est ce qui me le redonne. Avec mon physique, on est très grand comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, comme acrobatie, si je devais devenir un acrobate? Pas grand-chose. Tu sais, il faut commencer tout petit. Ces enfants, ça fait déjà des années qu'ils s'entraînent. Pour toi, c'est trop tard. Tu n'arriveras à rien.
La seule chose que tu peux faire, c'est peut-être d'apprendre à jongler. Oui, prends ces chapeaux là. Vas-y, montre-lui comment on fait. Ouais, c'est... Non. Ça commence à rentrer. Je sens qu'il y a des progrès. Mon professeur de chapeau s'appelle Dong Dong. Il a 15 ans et termine bientôt son apprentissage après 4 ans passés dans l'école. Ça va là? C'est là chez toi? Ah. Moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner. Et ce que je déteste le plus, c'est dormir. Je suis heureux quand je fais de l'acrobatie. C'est ce que j'aime le plus au monde. Ça serait quoi ton rêve le plus grand? Mon rêve, c'est devenir un grand acrobate, réussir à faire de jolies figures et pouvoir voyager. J'aimerais qu'un jour, il y ait plein de gens qui viennent assister à mes spectacles. Ces gamins ne s'entraînent pas pour gagner des médailles, mais pour apprendre un métier. Ce sont de vrais artistes et je trouve qu'ils peuvent en être fiers. En sortant de l'école, les meilleurs auront peut-être la chance de parcourir le monde dans une grande troupe. Les autres trouveront aussi du travail, mais peut-être pas plus loin que le bout de la rue. Au centre de Vukiao, le gouvernement a fait construire il y a 10 ans un parc d'attractions, sorte de Disneyland de l'acrobatie. Pendant la révolution culturelle, les acrobates étaient considérés comme des sorciers, et cette activité interdite. Aujourd'hui, cet art populaire est lui aussi devenu un commerce. Dans la Chine du XXIe siècle, rien n'échappe au séisme de la modernité. Regarde bien, tu vois ce que c'est. C'est un vrai sabre. On fait la feinte, mais c'est un vrai sabre. Ça a gardé un petit côté fête de village. On sent que ces gars-là, ils ont passé leur vie dans des petites troupes dans la rue. Et ils ont un peu la culture battleur, bonimenteur, presque clownesque. Visiblement, dans l'acrobatie, quand on a passé l'âge de faire l'arbre droit, il reste encore des opportunités pour s'illustrer, à condition de payer un peu de sa personne. Moi, j'avoue que cette troupe de forçats m'intrigue. Je laisse donc filer les touristes chinois. Je rencontre un de ces papiers acrobates, Monsieur Li, autour de son plat préféré. Ah, c'est des boules de pétanque. C'est des vraies petites boules de pétanque. Les sabres, il y en a de toutes les tailles. Comme ça, comme ça,
comme ça. Quand on est petit comme un chat, on choisit un petit sabre. Et quand on est grand comme moi, on peut en prendre un grand. Parce qu'un grand sabre, dans un petit homme, ça marche pas. Quand je vois votre spectacle, je sais qu'il y a des, je me dis il doit y avoir des techniques de l'apprentissage, mais à l'intérieur, on dirait que vous êtes du gruyère, ça passe dans tous les trous, ça ressort, ça revient. Ça dépend des numéros. Pour faire sortir la boule, j'utilise mon chi, mon énergie intérieure. Je le concentre dans mon ventre. Je me contracte et ça remonte. Ici, à cet endroit, là, il y a 2 petits canaux dans le nez qui remontent jusqu'aux yeux. Et ça, je les utilise. La cinquantaine d'acrobates qui travaillent ici sont avant tout des employés, soumis à un règlement et certaines cadences de spectacle. Le matin, on pointe, comme à l'usine. Ouvriers presque ordinaires, ils vivent avec leur famille à l'intérieur même du parc. Tu vois, dans ce livre sur l'acrobatie, il y a un chapitre consacré à mon père. Et à votre avis, pourquoi l'acrobatie, c'est une activité qui a réussi à survivre à toutes les épreuves les plus douloureuses de la Chine? Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est une tradition très forte qui s'est perpétuée entre les générations, même lorsque l'acrobatie était interdite. Pour nous, c'était important de préserver cet art. Pendant la révolution culturelle, je devais me cacher pour faire mes numéros. Ça a duré jusqu'à l'ouverture et l'assouplissement du régime, en fait. Après, on a pu refaire de l'acrobatie librement. Aujourd'hui, on peut même gagner de l'argent avec ça. Vukiao, c'est une usine à rêve, mais aussi un terminus pour les smicards de l'acrobatie. Je quitte Monsieur Li et sa famille juste avant la première des 4 représentations de la journée. Le public arrive, le sabre et les cailloux sont prêts. Pour les acrobates du parc, c'est un autre jour, un jour comme les autres. Bon, un petit point météo peut-être? Bah, il pleut. Après Vukiao, j'avoue que j'aimerais bien trouver un peu de verdure, des couleurs et du soleil. Pour la prochaine étape de mon voyage, je mets le cap vers le sud du pays, dans un petit village nommé Chitong, au fin fond de la province du Guizhou, où vit une des 30 minorités ethniques que compte la Chine, les Miao. Good. Une fois par an, dans ce petit village Miao, les bateaux de pêche se transforment en embarcations de compétition et ils organisent sur la rivière des courses de bateaux dragons. Donc je suis venu voir à quoi pouvait ressembler le remake de la grande course d'aviron entre Oxford et Cambridge à la mode Miao. Ça mord pas trop, hein.
Chaque année, le village désigne un chef de bateau pour la fête. C'est un peu le capitaine d'équipe. Pour cette édition, c'est Monsieur Liang, ici tout sourire. Mais comme les honneurs s'accompagnent souvent d'un devoir, ce soir, c'est lui qui régale. Apparemment, au menu, c'est cochonaille pour tout le monde. C'est l'école. Ah. Monsieur Liang délaisse le clan des bouchers pour m'emmener voir la fierté du village, la fameuse tête de dragon qui ornera le bateau pour la course. Cette tête de dragon a 55 ans. Et ce sont les gens de notre village qui l'ont fabriquée, de leurs mains. Chaque village a une tête de dragon différente, c'est ça? Oui, chaque tête est unique. Et chaque village a une tête de dragon différente. Il y en a de toutes les couleurs. Pour les villages, la tête de dragon, c'est un peu comme un emblème. Il faut bien les mettre en face. Mano. Mano. Bien se régaler. Je comprends pas tout ce qui se passe là. Tous les dignitaires du village ont été invités, mais il y a aussi les rameurs, donc ça fait un peu veillée d'armes autour du cochon. Après la prière du soir pour souhaiter bonne chance à l'équipage, il est de coutume de trinquer autour d'un petit verre. L'alcool de riz, c'est un carburant essentiel pour les sportifs miao. Tout ce qui est valide et de sexe masculin se retrouve enrôlé une fois l'an dans l'aventure des bateaux dragons. Ici, pas d'entraînement forcené pendant l'année, les gars du village sont des athlètes d'un jour. Demain, on a un match important, les gars. Les bateaux dragons, c'est l'affaire de toute la communauté. Traditionnellement, le chef de bateau doit rameuter ses troupes le matin de la compétition. Le bateau a, paraît-il, plus de 100 ans. C'est une immense pirogue de 25 mètres de long et de 2 tonnes, taillée dans un seul tronc d'arbre. C'est pas un cadeau, les gars, me laissez pas tout seul là. Les villageois vouent au bateau un véritable culte. Aussi, pas de départ sans une petite bénédiction. Les courses ont lieu à une trentaine de kilomètres en amont du fleuve, dans un village nommé Taishang. La première partie du trajet s'effectue tant bien que mal par la route. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on ne passe pas inaperçu. Transporter un bateau de presque 25 mètres, avec qui plus est 30 rameurs sur le toit du camion, c'est un peu l'aventure. Mais bon, pour l'instant, ça va, on se déplace fanion au vent et tout le monde est indemne malgré les branches et les fils électriques.
Je comprends pas pourquoi c'est une petite herbe qui gêne le déchargement du 4 tonnes. Là, c'est un peu le bordel, ils sont à fond dans leur truc. Je suis le mouvement. Bon, le petit arbuste qui gênait le déchargement est finalement maîtrisé. La mise à l'eau du bateau peut enfin commencer. Mais il faudra encore quelques heures de pagaie pour atteindre le lieu de la course. Les bateaux dragons sont nés avec une légende. Un moine se serait transformé en dragon après s'être suicidé en se jetant à l'eau. Les Miao décidèrent de lui rendre hommage avec des courses de bateaux ornées d'une proue en forme de dragon. Pour l'amadouer, ils lui offrirent également du riz et de l'alcool, d'où la présence massive de ces deux ingrédients pendant la fête. Notre remontée du fleuve est ponctuée par de nombreux arrêts dans les villages. Héros d'un jour, les rameurs sont vénérés et récompensés par des offrandes. Merci pour l'accueil. À chaque escale, on fait le plein d'alcool de riz et de volaille et de victuailles. Je ne sais pas dans quel état ils vont finir, mais en tout cas, il y aura quelque chose à manger ce soir. Alors qu'en Chine, le sport, c'est souvent synonyme de discipline et d'austérité, chez les Miao, c'est une culture complètement différente. Et ces courses de bateaux dragons qui symbolisent un peu leur identité, ça reste avant tout une grande fête, quoi. Et c'est quand même bien. Par contre, l'équilibre est un peu précaire. Taichung, le village qui accueille les courses. Il y règne une vraie ambiance d'arrivée d'étape du Tour de France. La gloire des équipages se mesure au nombre de cochons et de canards qui s'amoncellent à l'avant du bateau. Le nôtre se transforme vite en volière. C'est alors que je réalise que j'aurais dû faire un geste pour mon équipe. Je vais quand même pas passer pour un radin. À quelques heures du départ, je m'en vais vite rattraper le coup. 4 canards, je vais acheter. Le gros, il est en train de partir là. J'ai compris que les canards étaient quand même une denrée très appréciée. Du coup, je vais me fendre d'une offrande à mon équipage. C'est bon les gars là? On y go? Je me suis permis d'apporter un petit quelque chose.
J'ai l'impression que personne en veut mes canards. C'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien. À l'amitié franco-chinoise. Merci. Pour compléter la collection. C'est Liang. À l'amitié franco-miao. Notre équipage va bientôt partir sur la ligne de départ et ça va être la première course. You win, ok? Good luck! Bonne course! Aujourd'hui, ces courses sont vraiment un des symboles de la culture miao. Il faut dire que quand on est une minorité de 9 millions d'âmes, dans un pays d'1,3 milliard d'habitants, il vaut mieux ne rien lâcher si on ne veut pas être englouti. Les courses ont plutôt l'allure de grandes parades et il faut avoir l'œil pour guetter les départs. Une fois franchi la ligne au son des pétards, les bateaux s'élancent pour quelques centaines de mètres d'un sprint acharné. C'est maintenant aux dragons d'en découdre. Ça va pas du tout. Les organisateurs ne veulent plus que l'on court. Donc on va rentrer. C'est fini. C'est fini. C'est l'effort ou l'alcool de riz, mais Monsieur Liang est durement affecté là. Je crois comprendre que Monsieur Liang est en bisbille avec les organisateurs. Désolé, mais entre la langue, les pétards et l'improvisation miao, j'ai dû manquer quelques subtilités du règlement. Quand il faut ramener la coupe à la maison, c'est encombrant. D'abord on mange, d'abord on ne pas s'habituer les fondamentaux. D'abord on se restaure et après on se pinarde. Qui sait boire royal? Chez les miao, il faut un peu de temps pour se faire accepter et c'est peut-être pas eux qui vont gagner le plus de médailles, mais incontestablement c'est eux qui gagnent le prix de la 3e mi-temps. Parce que chez eux, boire un petit coup entre collègues et festoyer, c'est pas incompatible avec l'effort. Et ça, j'aime bien. Après la petite parenthèse miao, je reviens à Pékin, la capitale qui vibre à l'heure olympique. Un dernier point météo, toujours gris et plutôt couvert. De tous les sports traditionnels chinois, il y en a un qui a vraiment épousé la modernité, au point de devenir ici une véritable fierté nationale. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques, quand les Chinois ne gagnent pas toutes les places sur le podium, ils boudent. Je l'ai gardé pour la fin.
Ces gamins sont l'élite du ping-pong chinois, de vrais robots programmés pour gagner. En attendant la gloire, c'est une vie de concubinage avec des milliards de petites balles blanches. L'idée de mes voyages est toujours la même. Dis-moi à quoi tu joues, comment tu joues, et j'en saurai peut-être un peu plus sur toi. En Chine, sur les terrains comme en dehors, l'individu semble être un matricule, et les résultats justifient souvent tous les dommages collatéraux. Ici plus qu'ailleurs, le sport est d'abord une affaire de culture et de vision du monde. Chacun a la sienne, et finalement ça ne se discute pas. Après avoir vu quelques sportifs chinois à l'œuvre, je ne m'étonne plus que ce peuple-là ait construit hier la Grande Muraille, et qu'il soit aujourd'hui en train de conquérir le monde en ordre de marche. Bon allez, demain j'attaque le revers.